Bonjour et bienvenue dans votre émission C'est le week-end. Aujourd'hui, on va chiner. La saison des bric-à-brac et des brocantes est relancée. Ça déballe un peu partout en Charente. Mais est-ce qu'on peut encore y trouver des petites pépites? On va tenter de répondre à ces questions avec nos trois invités du jour. Nathalie Sourdet, bonjour. Bonjour. Vous rénovez une maison depuis 1 an et demi à Cognac. Tout à fait. Vous partagez vos trouvailles sur votre compte Instagram Maison Zaka. À vos côtés, on a Marilyn Lacoudre, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'association Bric-à-brac de ma campagne et vous en organisez depuis une vingtaine d'années, et également des brocantes. Oui. On va aussi évoquer avec vous la difficulté parfois de monter des événements de ce type, surtout quand c'est en période de Covid, comme il y a eu récemment. Et enfin, Patrick Carpentras, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes brocanteur professionnel à Angoulême. Et vous avez ramené avec vous 3 objets très mystérieux qu'on voit ici et qu'on va tenter d'estimer plus tard. Et vous participez aussi régulièrement à des brocantes à Angoulême, comme ce dimanche, Place Mulac. Tout à fait. Oui. Super. Et bon, on va commencer par entrer dans le vif du sujet. Donc Nathalie Sourdet, vous êtes une chineuse, mais on peut dire compulsive, c'est pas trop exagéré. Non, c'est Est-ce que pas vous pouvez partager avec les gens qui nous regardent vos astuces de chineuse? Est-ce que vous arrivez à 5h du matin avec une lampe frontale pour rater vraiment pas la bonne affaire, pour pas rater la bonne affaire? Alors oui, tout à fait. Alors pas dans cette région, parce que les vides-greniers commencent un peu plus tardivement, mais effectivement, ça m'arrive sur certaines dates d'y aller vraiment très très de bonne heure, à 4-5 heures du matin, les commencer, oui. Donc je fais les vides-greniers, je fais les brocantes, je fais les vides-maisons. Tout. Voilà, partout où je peux chiner, je vais à l'Emmaüs, enfin vraiment, je chine partout. Et est-ce que vous avez, je sais pas, une routine? Vous faites d'abord un premier tour? Est-ce que des astuces que les gens peuvent peut-être reprendre pour les bric-à-brac qu'on annoncera d'ailleurs pour ce week-end en Charente ensuite? Alors en fait, je pars sans avoir vraiment d'idée précise de ce que je recherche. Je me laisse vraiment porter par les coups de cœur en priorité. Donc je fais un premier tour rapide. Voilà, je n'attends pas que les gens déballent, je fais vraiment un premier tour rapide et ensuite un deuxième un peu plus poussé, mais d'abord au coup de cœur. Au coup de cœur. Oui. Les gens ne sont pas obligés d'arriver à 5h du matin pour les bonnes affaires quand même, rassurez-moi. Non, parce qu'il m'arrive... Non, parce que comme j'en fais plusieurs dans la même matinée, voire dans la même journée, il m'arrive de chiner des très belles pépites en plein après-midi. Après, il faut juste avoir l'œil, j'ai l'œil aguerri, et maintenant... Enfin, je cherche aussi sous les stands, derrière. D'accord, il ne faut pas hésiter à... Ah oui, je me déplace vraiment. Je ne regarde pas que ce qui est au-dessus des tables. Vraiment, je cherche. J'aime bien fouiller dans des caisses. Enfin, voilà. D'accord. Il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, c'est votre conseil de vraiment mettre les mains dedans. Ah oui, vraiment. Okay. Oui, vous avez ramené d'ailleurs un objet que vous avez chiné qui est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors c'est une caisse que j'ai chinée à Kyoto. Pareil, ils font des déballages un peu comme nous 2 fois par mois dans cette ville-là. D'accord, mais on est un peu loin de la brocante de Barsac. Mais... tout à fait. Non, mais je chine vraiment un petit peu de tout. Beaucoup de vaisselle, parce que c'est vraiment ma passion. Du linge ancien, des meubles, des chaises. J'adore les chaises. Tous ces objets-là qui vous servent ensuite à décorer votre maison à côté. Tout à fait, voilà. C'est ça. Donc ça, quand même, c'est pas juste un aspect vraiment collectionneuse. Non, ah non, je ne suis... Alors, on pourrait dire que je suis collectionneuse, oui et non, mais j'aime vraiment, je chine vraiment pour meubler la maison, essentiellement. Donc, ça peut être des choses très encombrantes. Le week-end dernier, j'ai chiné chez un professionnel une très belle... voilà, tout à fait. Ah oui, je fais beaucoup les brocantes de professionnels. Et j'ai chiné une très lourde balance en fonte début 19e. Donc, non, j'ai vraiment des très beaux objets, mais des fois très, très encombrants et très lourds. D'accord. Marilyn Lacoudre, vous qui organisez des bric-à-brac depuis une vingtaine d'années, oui. Est-ce qu'on trouve les mêmes choses qu'il y a 20 ans? Ou peut-être que vous pouvez aussi répondre à cette question, Monsieur Carpentras, mais ça a beaucoup évolué sur les étals? Oui, ça a diminué. On trouve moins en moins de choses de valeur. Il y a beaucoup de vide dressing et dans le lot, il y a quelques stands qui marquent le coup avec des belles choses quand même. Pour répondre à la première question de tout à l'heure, en fait, c'est quand même plus dur pour vous de trouver des pépites, comme on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est très compliqué de trouver sur un bric-à-brac. Si, il existe encore des bric-à-brac brocantes, comment dire. Alors, il y en a une qui va se faire, c'est Aigre. Ah oui, il y a une bonne partie de professionnels et de semi-professionnels. Et on a de la belle marchandise. D'accord. Il y a certaines brocantes, on ne va rien trouver. Hein. Mais après, ça dépend ce qu'on cherche, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de puériculture. Ah oui, c'est ce que je vous ai aussi des brocantes. Et c'est vrai que les gens sont peut-être contents aussi de trouver des vêtements pour les enfants. Il y a beaucoup de choses dans ça. Ouais. Mais quand il y en a trop,
D'accord. C'est moins équilibré qu'avant en termes d'objets. C'est moins attractif, comment dire. C'est-à-dire il faudrait que ça soit équilibré. D'accord. Et là, on trouve sur les bric-à-brac pratiquement que des jouets, des vêtements et matériel de périculture. Il en faut. Hein. Et après, s'il y a trop, ça tue tout. Et vous confirmez cette impression, Monsieur Carpentras? Oui, tout à fait. Alors les bric-à-brac ont une vocation un peu plus large, je pense. En fait, effectivement, il y a l'Antiquité, mais il y a également tous les objets d'occasion, les vêtements, les jouets, etc. Donc ces bric-à-brac ont leur place. Et il y a en parallèle des marchés professionnels. Enfin, les professionnels peuvent être présents sur ces bric-à-brac, mais il y a également des marchés destinés aux professionnels, comme celui de la place Mulac qui a lieu auquel vous participez ce dimanche. Où là, on est plus orienté sur des objets d'antiquité ou de brocante, toute période en fait. Mais d'ailleurs, comment vous faites pour... on a fait une petite vidéo, d'ailleurs, on est allé voir vos réserves à Angoulême, on ne donnera pas l'adresse, hein, bien sûr. Mais comment vous faites maintenant pour dénicher vos pépites? Si c'est un peu plus difficile qu'avant de trouver des objets, j'imagine que vous avez vos filières. Est-ce que vous pouvez nous révéler un petit peu comment vous faites, hein? Peut-être pas toutes les ficelles, mais... Alors comme madame, je vais chiner de temps en temps sur les bric-à-brac. Comme les particuliers en fait. Voilà, parce que j'adore ça, et puis ça fait partie de mon travail, mais je dirais que 80% de mes achats proviennent des particuliers, c'est-à-dire de mon réseau client, connaissances, etc. Donc j'achète dans le cadre de succession, de déménagement, etc. D'accord, donc vous avez aussi l'œil, j'imagine, parce que c'est un vrai métier, j'allais vous demander. Et voilà, il y a des gens peut-être qui sont des fois réticents à aller sur un stand de brocanteur quand les prix sont beaucoup plus élevés qu'un stand de particulier à côté. Mais voilà, ce prix se justifie. Comment on justifie un tel écart de prix entre particulier et brocanteur? Pas la même démarche. Rentrer dans le détail, hein, n'hésitez pas. Oui, c'est pas la même démarche. En fait, sur un bric-à-brac, on y va, comme vous disiez, un petit peu pour faire de très bonnes affaires. Bon, un peu une balade, etc. Chez un professionnel, les marchandises sont sélectionnées, il y a une connaissance, une expertise. Effectivement, on s'adresse non pas à des gens privilégiés, mais des gens qui ont une recherche un peu plus peut-être particulière. D'accord. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on a un objet que vous avez ramené, Madame Lacoudre. Est-ce que vous pouvez peut-être vous amuser à l'estimer? On commence un petit peu en avance le jeu, mais... Oui, alors la petite guitare, je pense que c'est une guitare assez récente, hein, je pense qu'elle est 20e siècle, de petite dimension, peut-être pour enfants. C'est un ukulélé. D'accord, voilà, voilà. Et donc, mais relativement récent, donc je n'irai pas plus loin, puisque ça, c'est pas de mon domaine, du coup, moi je suis sur les choses plutôt anciennes. Mais il est en bon état et c'est un bel objet, de décoration, je dirais. Et c'est très rare de trouver ça. Très bien, alors voilà. Est-ce que les gens négocient de plus en plus? Oui. Aussi, vous pouvez peut-être tous répondre en même temps. Et je ne sais pas si... On n'a pas parlé dans les astuces au début du côté négociation. Donc allez-y, vous pouvez commencer peut-être. Moi, du coup, je ne négocie pas. D'accord. Je négocie que si vraiment je considère que le prix est trop élevé et que je veux vraiment l'objet. Autrement, non, c'est quelque chose que je ne fais pas. Que ce soit auprès des brocanteurs ou auprès de particuliers, vous ne négociez jamais? Très rarement. D'accord. Très rarement. Si vraiment je veux l'objet et qu'effectivement il ne rentre pas dans le budget que je m'étais... Et puis j'ai tellement l'habitude que je sais si un objet est trop cher ou pas. Donc j'ai déjà un peu plus l'habitude de jauger le tarif des objets. Et vous, Madame Lacoudre? Je sais négocier. Parce que vous êtes organisatrice, mais aussi chineuse. Oui. Je sais négocier, mais par contre, quand je vois un objet que j'ai envie, je sais à peu près situer. Il ne faut pas que le vendeur soit perdant. Et en principe, il y a un accord entre les deux. D'accord. Et ça se passe bien. Vous arrivez à un accord, vous constatez aussi cette négociation un peu plus forcée qu'avant ou... Oui, tout à fait. De la part des clients, il y a des attentes de prix et une négociation quasiment... alors, je vous félicite, vous faites partie des rares personnes qui négocient peu. Parce qu'en fait, je pars du principe aussi que vous avez fait tout un travail avant. Exactement. La plupart du temps, de recherche, de mise en place. La sélection a déjà été faite. Donc, je considère que quand je vais voir un professionnel, il a déjà fait toute cette démarche. Normalement, ça marche pour travailler. Voilà. Et donc, je ne vais pas négocier. Après, aller négocier un objet qu'en Chine sur un vide-grenier à 2-3 euros, 10 euros, non, je ne fais pas. Ça vous gêne Oui, parce que... C'est très embêtant, là. Voilà, je ne le fais pas.
D'accord. Par respect. Mais c'est vraiment ces dernières années qu'il y a un côté négociation plus fort. Ça a toujours été un élément de cette activité, mais je pense que ça s'est effectivement renforcé. Les achats aussi sont devenus compliqués. Les gens, et c'est quelque chose de très bien, sont mieux informés. Donc les discussions sont âpres souvent. Les gens sont mieux informés. C'est aussi dû aux émissions qu'il y a, par exemple, d'estimation et cette transition toute trouvée pour les objets que vous avez ramenés qui sont vraiment magnifiques. Et on va faire un petit jeu ensemble, et aussi pour les gens qui nous regardent, on va tenter d'estimer ces objets toutes les deux en tant que chineuses. Donc est-ce que vous pouvez même les manipuler? On va commencer par cet objet un petit peu mystère en bois. Ah oui, celui-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à le manipuler toutes les deux, à poser des questions à Monsieur Carpentras, c'est lui qui a fait une sélection très drastique. C'est chouette, oui. Moi je vous permets une première question, le temps qu'elle manipule l'objet. Quelle époque cet objet? Je pense que c'est fin 19e ou début 20e. D'accord. Et c'est quoi? Mais c'est tout l'objet de notre. Je sais pas, ça déstresse, pour déstresser, pour Je vais apporter masser. une petite précision. Allez-y. C'est qu'il est mystère aussi pour moi. J'ai trouvé justement intéressant de l'apporter, justement pour peut-être Un massage, échanger. peut-être pour masser, peut-être les lombaires. Ou... Juste une précision, ce qui est exceptionnel dans cet objet, c'est qu'il est monobloc, c'est-à-dire la roue qui Oui. tourne au milieu a été sculptée dans la masse. Donc c'est un petit chef-d'œuvre de technicité, on va dire. Ah oui, d'accord, il est pas. Il a été emboîté dedans et après Il a été évidé. Alors, il a été évidé. Et c'est quoi Évidé et par après. l'extérieur. Non, c'était monobloc, ça a été fait petit à petit en creusant. Et... Enfin, regardez, il n'y a aucune jonction. Et c'est quoi comme bois? Je pense que c'est du noyer. Voilà. Vous pouvez juste nous dire si vous êtes d'accord d'ailleurs, où c'est que vous avez pu trouver cet objet ça donne un bon exemple de comment vous approvisionnez aussi. Alors, j'ai signé sur une brocante. C'est ça. Sur une brocante, oui, tout à fait. Comme ça. Oui, c'est ça. Et on se masse Il y a le avec. test en direct. Oui, j'imagine que c'est pour se masser. Ce à quoi ça. j'ai pensé également. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut partir sur un prix à 5-10 euros près, toutes les deux? 20 euros. 20 euros pour Madame la Coudre. Plus de réflexion. Oui. Je sais pas, une dizaine d'euros. C'est plutôt... Alors, 50 de par la technicité de l'objet. Hein. C'est pas trop son aspect, enfin, même si c'est sympathique, c'est la manière dont il a été construit qui est assez exceptionnelle en fait. Oui, parce que je vois pas comment... On va passer au deuxième objet. Alors, c'est ce petit flacon en verre magnifique, donc n'hésitez pas à le prendre, ça va faire des traces de doigts, mais bon, on les essuiera. C'est pas grave, attention, sans attraper trop le bouchon, je crois que le bouchon est un peu fragile. Il est magnifique. Il est magnifique. N'hésitez pas à lui poser des questions sur la technique, la période. Moi, je veux bien savoir à peu près la période. C'est du verre, apparemment. C'est les années 80. D'accord. Voilà. Donc beaucoup plus récent que pas mal d'objets que vous avez en 1980. 1980, ah oui. Et on peut mettre du parfum à l'intérieur. Alors on appelle ça un flacon, mais ce sont des flacons sculptures que beaucoup de maîtres verriers ont fait dans les années 80 justement, pour exprimer leur technicité. Le liquide va jusqu'à la couleur, la première couleur. Oui, on les remplit rarement. Là. Ce sont plutôt des petites sculptures en fait. C'est juste... Là. À vous sécher peut-être un petit peu. On va dire à 20 euros près si vous voulez pour l'estimation. Alors, je dirais une centaine d'euros. Moins. Entre 40 et 50. Vous allez finir par vexer notre antiquaire. Non, du tout, parce que j'ai des arguments. Donc c'est 400 euros. En fait, c'est un flacon qui est signé de... Oui, vous ne pouviez pas savoir, sans l'avoir manipulé. Non, mais est-ce qu'il est signé dessus? Voilà, il est signé d'Alain et Marisa Bégou. Peut-être le montrer d'ailleurs, si vous pouvez montrer la signature. C'est gravé sur la base. Ah ben oui, ça change tout. Donc Marisa et Alain Bégou font partie des grands maîtres verriers français des années 80 justement. Les gens qui passent devant, ils ne seront pas. D'où l'intérêt de venir me voir. De venir voir un professionnel. Alors, dernier objet, qui a une résonance particulière pour nous, et vous allez découvrir pourquoi, vous n'hésitez pas à le manipuler. Donc c'est sans tourner. Ah, sans retourner? Ah oui, sinon c'est triché. Oui, il y a tout qui est marqué dessus. Sinon. Ah d'accord. Donc allez-y pour les... Ce sont des petites calebasses. Oui. Et on ne peut pas retourner pour voir la signature? Après. Quelle est la matière de ces objets? C'est du grès, ça? Tout à fait. Bien vu. J'adore. Du grès émaillé. Ils sont beaux. Ah oui. Ils sont vraiment magnifiques. Ça, c'est je sais que ça rentrerait typiquement dans votre compte Instagram. Ah oui, complètement. Je crois qu'on a déjà passé des images de le compte Instagram Maison Zaka. C'est exactement le type d'objet. Je crois qu'il va peut-être vous partir avec d'ailleurs. C'est le type d'objet que j'adore. Ça, typiquement. Est-ce qu'on pouvait dire, on va directement aller pour dire le nom de l'artiste parce que ça va peut-être leur parler. Je veux juste dire que c'est un artiste très local, un céramiste très local. Voilà. Du Renaud? Oui, absolument. Exactement. Alfred Renaud. Bravo, madame. Alfred Renaud, je ne sais pas si vous connaissez encore. Si. Non, parce que ça fait qu'un an et demi que vous êtes dans la région. Oui. Peut-être qu'on peut en dire 2-3 mots du coup. Alors, oui.
ça peut coûter très cher. Alfred Renolo, donc, était un céramiste qui a débuté à Mans le fin 19e et donc qui a développé son entreprise à Angoulême. Il est décédé dans les années 30. Donc ça a été une entreprise très innovante dans les formes, les émaillages, allant du grès jusqu'à la faïence, un peu utilitaire. Et là, on a un exemple de réalisation presque des pièces uniques qui datent de 1900-1910, donc des grès émaillés à cristallisation. Donc ça coûte très cher. Tout est relatif. C'est très beau. Allez-y pour une estimation, du coup, voilà, on peut dire peut-être à 50 € près pour vous donner une idée quand même de la valeur des deux vases. On part sur le prix pour les deux objets. Hein. Oui, c'est une paire. Pour la paire. Là, du coup... Tentez le coup, allez-y. Je prends des Étant pincettes. donné que c'est du Renolo, Oui, voilà. Vous connaissez déjà signé, plus. ancien, ça peut coûter très cher. Vous avez une idée, Madame Sourdon? Non, du tout. Là, pour le coup, non. Non plus? Je trouve ça très beau. Allez-y alors. Hein. Donc 300 € la paire. Eh ben voilà. 300 € la paire de vases. Je peux retourner? Bien sûr. Alors c'est la signature ancienne avec Renolo écrit en toutes lettres. Et ça, c'est typiquement des objets qui sont presque introuvables à part un coup de chance dans un bric-à-brac. Hein. On n'en trouve pas. Ouais. D'accord. On peut. Mais c'est assez rare, oui, effectivement. Pour terminer, justement, où c'est que vous l'avez trouvé vous les avez trouvés? Vous pouvez le dire? Alors, honnêtement, c'est une paire que j'ai reconstituée, une dans ce qu'on appelle une adresse, c'est-à-dire lors d'un achat chez des particuliers, et l'autre, je l'ai chiné sur Internet. D'accord. Voilà. Et c'était à part de vente? Oui. Ah. Oui. Bah, super. Est-ce que vous avez prévu, vous trois, peut-être d'aller sur des brocantes ou des bric-à-brac ce week-end? Parce que justement, ça déballe un peu partout ce samedi à Montignac et à Rivière. Et pour chiner, on peut aussi aller à Aigre, Boutier-Saint-Trojan, Champagne-Vigny et Rougnac. Il y a beaucoup, hein. Et il y a aussi la place Mulac dimanche, où vous serez d'ailleurs. Tout à fait, oui. Voilà, on va s'éloigner un tout petit peu de l'univers de la brocante pour parler spectacle. Notre autre invité du jour est loin d'être un inconnu. C'est le cas de le dire, il s'agit du comédien Pascal Légitimus. Il sera au théâtre On Stage ce samedi pour la soirée La Charente, un énorme talent. L'événement sera d'ailleurs diffusé sur notre page Facebook et notre site internet. Et depuis la région parisienne, l'humoriste a accepté de répondre à quelques questions de ma collègue Christelle Lazer. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour madame, la Charente. La Charente libre même. Ah. Vous ferez partie du jury de La Charente à un énorme talent, c'est donc samedi 20 mai. Et je crois que vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi? Ça vous rappelle vos débuts? Non, pas forcément, ça ne me rappelle pas mes débuts, mais parce que j'aime bien m'échapper un peu de la région parisienne et j'aime bien participer à des événements plutôt qui me concernent, notamment artistiques. Et comme j'ai quelques amis, notamment Liane Folly, qui fait partie du jury, je m'étais dit c'est une bonne occasion d'aller voir les gens, parce que j'aime bien partager, j'aime bien, quand je fais du théâtre, c'est un prétexte aussi pour partager en live des événements. C'est vrai que quand on est en télévision, on fait des émissions qui sont enregistrées, et après qui sont diffusées, mais là, c'est une première pour moi, donc je trouve ça plutôt sympa de participer, puis d'aider les jeunes surtout. Voilà, la transmission, c'est important. Oui, alors c'est ça. Alors il y en a que j'ai vu un peu, ils m'ont dit mais c'est mon guest préféré. Vous avez est-ce que vous avez pour l'instant ils sont un petit peu dans leurs petits souliers, ils ont un peu peur. Vous avez des conseils à leur donner parce que vous les impressionnez, vous n'êtes pas tout à fait un inconnu, quoi. Quand j'étais au Théâtre de Bouvard, j'ai démarré en 1982 avec Les Inconnus, avec Didier et Bernard. Donc c'était le même principe. Philippe Bouvard, c'était le censeur, il était tout seul. Et donc on passait des sketchs devant lui, il disait oui ou non. Voilà. Et donc en fonction de sa réponse, on participait à l'émission. Et là, c'est un peu le principe. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour ressentir. Donc, ce n'est pas le professionnel que je vais mettre en avant, c'est plutôt le public lambda, c'est le spectateur lambda. Et puis, et après, je vais donner des conseils. C'est plutôt le but, c'est la transmission, transmettre et mettre en transe. C'est un peu mon credo. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour vous séduire, vous? Il faudra être talentueux, tout simplement. Mais talentueux, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire aimer ce qu'on aime, déjà. Il y a beaucoup de personnes qui font ce métier-là parce que pour des raisons qui ne sont pas forcément légitimes. Ils font ça pour l'argent, pour être célèbre, pour être connu, pour rencontrer des filles, aller dans les beaux restaurants. Non. Quand on est vraiment passionné et qu'on aime son métier, on travaille beaucoup et c'est le travail qui fait la différence. Comme disait Einstein, c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Donc, s'il y en a qui ont une particularité qu'ils développent, et puis après, on verra ce qui se passe. Particulièrement dur avec les humoristes? Les humoristes, alors
A priori, les humoristes me font rire, parce que bon, bah, s'ils sont sur scène, c'est qu'ils ont des choses à raconter. S'ils n'ont rien à dire, bah, je leur conseille de ne pas faire ce métier-là. Donc déjà, d'avoir un point de vue. Mais on peut être aussi attiré par la personnalité plus que par le contenu. Vous voyez, il y a aussi on se dit, tiens, cette personne-là est peut-être prometteur. Il sera mûr dans 1 an, dans 6 mois. Donc, il ne faut pas être trop méchant non plus. Et si je vous demandais quel est votre plus gros talent à vous, vous me diriez quoi? Mon talent à moi, de Pascal Légitimus, oula, je ne suis pas prétentieux au point de dire que j'ai du talent, bah, c'est d'être toujours là. Voilà. Et puis que les gens sont aimants dans les 2 sens du terme, c'est que je fais du bien encore aujourd'hui et les gens me le rendent. Voilà. Alors, vous venez en Charente, là, vous connaissez un peu la Charente? Bah, un petit peu, comme je le disais hors antenne tout à l'heure, en Charente, je suis venu 3-4 fois pour le festival d'Angoulême de cinéma et pour le festival de la BD. Donc vous avez 2 très beaux festivals. On dit festival ou festivals? Non, ça n'existe pas, festivals. Hein. Non. Non, c'est un néologisme. Vous pouvez l'inventer, mais... C'était pour la blague. Donc voilà, je suis venu 4-5 fois dans votre région, bien sûr, qui est éminemment très culturelle. Vous aimez beaucoup la BD, je crois. Ah ben, je suis un fan de BD depuis tout petit, avec Bernard Campan. On a, je sais pas, je dois avoir 2000 BD à la maison. Et puis j'aime bien rencontrer les auteurs pour savoir comment ils travaillent. Eh bien, on ne sait jamais, peut-être que cette émission chez nous, enfin cette soirée chez nous, à Cara, pourra peut-être vous servir de tremplin pour remplacer Hélène Ségara ou Marianne James. Vous en pensez quoi? Vous avez de l'humour, c'est bien. Écoutez, on verra bien. Non, le but, c'est de s'amuser surtout. Voilà, c'est de partager, de s'amuser. C'est le but. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous samedi 20 mai à Cara. Merci à vous. À bientôt, peut-être avant. Merci d'avoir suivi l'émission C'est le week-end, à la semaine prochaine et merci surtout à nos invités d'avoir été présents. Donc Nathalie Sourdet avec votre compte Instagram Maison Zaka, j'incite tout le monde à aller le voir, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Marilyn Lacoudre, donc vous organisez toujours des bric-à-brac, le prochain est quand? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Et Patrick Carpentras, est-ce qu'on peut aussi voir tout ce que vous récupérez sur un site internet? Alors pas dédié, mais sur des supports existants liés à l'activité. Oui. On rappelle Antiquité du Mûrier. Du Mûrier. Donc merci à tous les trois, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine et bonne journée.